Bonjour tout le monde, je vais essayer d'aller assez vite. Donc c'est notre deuxième cours posté sur YouTube pour les SP SVT. Alors, à chaque fois je fais cette erreur-là, clac, allez c'est parti. Donc aujourd'hui, après avoir vu grosso modo comment était structurée une forêt avec cette histoire d'écosystème qui va être composé de la biocénose et du biotope, on va s'intéresser aux interactions qu'il y a entre les différentes espèces. Il y a déjà un premier truc que vous connaissez, c'est ce genre de choses, hein, c'est ce qu'on va appeler un réseau trophique, en gros une chaîne alimentaire. Vous savez que tout va commencer avec les végétaux, les producteurs primaires qui vont ensuite être mangés, puis si on remonte au fur et à mesure, on va avoir donc des producteurs secondaires avec des niveaux plus ou moins importants, avec ici le sommet de la chaîne alimentaire, avec également au niveau du sol, donc d'autres éléments qui vont se passer avec une absorption racinaire notamment. Alors, je pars de cette image-là pour enchaîner là-dessus, donc c'est à partir de ce réseau-là finalement qu'on va avoir différentes interactions qui vont être vues, étant donné que avec la prédation étant celle la plus connue. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser aux interactions des espèces dans une forêt, avec 4 types d'interactions différentes. La compétition entre les espèces, la prédation, le parasitisme et la symbiose. Je vais aller assez vite puisque là le diaporama est vraiment très chargé, je ne veux pas vous laisser une vidéo d'une demi-heure, c'est pas le but. Allez, c'est parti, on va commencer avec la compétition entre les espèces. Alors je vous propose une première activité sur laquelle vous avez un document qui vous montre les préférences des espèces pour deux essences d'arbres, les chênes et les hêtres. Et vous avez donc les conditions d'humidité du sol, mais aussi l'acidité du sol. En plus de ça, je vous ai laissé une photo qui va donc illustrer ce type de forêt avec des feuillus. Et je vous ai mis aussi un petit texte qui vous permet d'avoir une petite idée de comment se développent généralement les deux espèces. Donc il faut savoir que le hêtre, c'est une espèce dont les individus, quand ils sont jeunes, ont besoin d'ombre pour se développer. S'ils n'ont pas d'ombre, ils n'arrivent pas à se développer correctement. Et au stade adulte, ils acceptent ils tolèrent le soleil, c'est-à-dire qu'ils aiment bien le soleil, mais sans plus. À côté de ça, vous avez l'autre essence d'arbre qui est le chêne, qui lui tolère le soleil quand il est jeune, donc il aime bien le soleil, mais il ne faut pas qu'il en ait trop, mais par contre il a besoin de beaucoup de soleil quand il est au stade adulte. Donc, on reste là-dessus, je vous propose donc avec un exercice où je vous demande de me dire d'après ces documents, ce qui fait que les chênes et les hêtres, en gros, peuvent un peu se taper dessus pour pouvoir se développer. En gros, pourquoi est-ce qu'on peut considérer qu'ils sont en compétition? Et deuxièmement, imaginons qu'on est dans un endroit où on a une forêt qui est en train de se mettre en place. Je vous demande de me dire comment se déroule la succession des espèces végétales dans cet endroit où on a une forêt qui commence à apparaître. Donc il faudra m'expliquer qui apparaît en premier et pourquoi. Allez, c'est parti, au travail, je laisse 10 secondes, vous mettez sur pause et vous répondez à la question. C'est parti. Alors, pour me dire justement pourquoi est-ce qu'on va parler de compétition, il y a un truc qui est évident, c'est que quand on regarde les préférences, les besoins du type de sol pour les chênes et les hêtres, on se rend compte qu'on est à peu près dans le même domaine, en termes d'humidité et aussi en termes d'acidité. Si on avait un cercle, des tâches plutôt de ce côté-là, on aurait donc un sol qui serait bien plus basique. Donc effectivement, on a quelque chose qui est assez ressemblant dans les deux cas. Donc ils vont être dans les mêmes milieux, parce qu'on a le même type d'acidité des sols et aussi le même type d'humidité. Ensuite, il y a un deuxième élément. Donc là, c'est pour dire pourquoi est-ce qu'ils sont en compétition, ils ont les mêmes besoins. En revanche, concernant l'ensoleillement, ça va nous permettre de nous dire qui va être le premier à se développer et qui va être le deuxième. Alors, comme vous avez pu le noter, quand ils sont jeunes, le hêtre a besoin d'ombre. Tandis que le chêne, lui, le soleil, il aime bien. Ce qui fait que logiquement, le premier à pouvoir se développer, ce serait plutôt le chêne. Parce que si on se retrouve avec un hêtre qui se développe alors qu'il y a très peu de zones ombragées, il va avoir beaucoup de mal à se développer. Donc c'est d'abord le chêne qui se développe. Et quand il se développe, il va créer une ombre quand le chêne sera un peu plus vieux. Il va créer de l'ombre qui va être bénéfique au hêtre. Et ensuite, quand on enchaîne, le chêne qui lui a été le premier à se développer va être le plus éclairé, donc il va être content, il va avoir plein de soleil, et ça va faire de l'ombre
aux hêtres qui vont pouvoir se développer pour les jeunes, et aussi pour les adultes qui, eux, vont être un peu à l'ombre. C'est pas dramatique, puisqu'eux, ils aiment bien le soleil, mais c'est juste qu'ils le tolèrent, ils en ont pas besoin impérativement. Donc si on doit faire une dynamique, on dirait que d'abord on a les chênes qui se développent, qui vont mettre en place un milieu qui va être encore plus favorable pour le développement du hêtre qui va se faire secondairement. Maintenant, on va s'intéresser à un type d'interaction entre les espèces qui est un peu plus classique, et on va partir sur la prédation. Alors, tac, j'avance, hein, le bilan, ça vous l'avez sous la main, il n'y a pas de souci. Donc, pour nos forêts, le type de prédateur assez classique, ça va être le renard. Donc, c'est pour ça que je vous diffuse une image d'un renard qui a donc récupéré une proie. Alors, je vous explique cet exercice. C'est un cas que je trouve très intéressant. J'ai repris un exercice du collège qui était dans un ancien programme, et je trouve ça quand même très intéressant pour vous. Donc, il y a eu un cas en Arizona. Aux États-Unis, on s'est dit on a envie de chasser plein de cerfs. Mais le problème, c'est que s'il y a des prédateurs dans l'environnement, je vais avoir moins de cerfs. Donc, ils ont eu l'idée de supprimer les prédateurs, coyotes, loups, lions des montagnes, pumas, et pour pouvoir avoir donc plus de cerfs, vu qu'ils n'auront plus de prédateurs, et comme ça, on pourra tuer plus de cerfs pour la chasse. C'était l'idée donc qui a été mise en place il y a plus d'un siècle, il y a un certain temps. Et pour essayer quand même d'évaluer un peu un moyen de comparaison, ce qu'on s'est dit, c'est dans une zone, ils avaient vraiment tué tous les prédateurs, et puis au bout d'un moment, on s'est dit, ce qu'on va faire, c'est que dans une zone, pour essayer de comparer ce qui se passe en termes de population des cerfs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réintroduire des prédateurs pour voir en termes de nombre de cerfs comment ça évolue, histoire d'avoir un comparatif. Donc voilà les résultats qui ont été obtenus. Et donc dans ces tableaux, au-dessus vous avez la zone en gros en Arizona où il n'y a plus du tout de prédateurs, ils ont zigouillé tout le monde. Et en dessous vous avez un autre tableau où on a réintroduit en 1918 des prédateurs. Donc vous avez le compte des cerfs qui se fait, et puis simplement à partir de là j'ai juste précisé qu'on avait des prédateurs. On ne fait pas le décompte des prédateurs, on s'en fiche. Parallèlement à ça, je vous ai donné un autre document qui vous permet peut-être de comprendre un peu l'évolution du nombre de cerfs, où vous avez ce qu'on appelle l'abrutissement. En gros, c'est le fait que des espèces phytophages, c'est-à-dire qui mangent des plantes, vont avoir tendance à brouter les jeunes pousses, que ce soit les bourgeons ou alors les jeunes petits pousses d'arbres qui sont en train de se développer. Donc vous avez ici le pourcentage, donc plus on est vers le haut, plus il y a un risque d'abrutissement, et plus on est vers la droite, plus on a un grand nombre de chevreuils. Alors moi ce que je voulais que vous compreniez, c'est qu'on aurait exactement le même type de courbe si à la place des chevreuils on avait les cerfs. Prenez bien ça en tête. C'est juste que là malheureusement en termes de documents j'avais pas accès à la même chose avec des cerfs, mais si vous remplacez chevreuil par cerf, vous auriez à peu près le même type de comportement de courbe. Alors, je vous pose 3 questions. Dans un premier temps, vous allez me faire un graphique qui va me mettre les deux courbes avec et sans les prédateurs pour le nombre de cerfs. Ensuite, vous allez me décrire et analyser le graphique en précisant le rôle des prédateurs. C'est-à-dire, vous allez faire le graphique et après vous allez me l'analyser. Vous allez me le décrire et l'analyser. Et après, dans un troisième temps, vous allez me dire pourquoi est-ce que le nombre... ah oui, d'ailleurs, il y a une petite faute, excusez-moi, clac. Voilà, c'est corrigé. Donc, il explique pourquoi le nombre de cerfs finit par s'effondrer au niveau du graphique. Allez, je vous laisse un petit peu de temps. Donc, vous mettez sur pause au travail. On compte maximum pour tout faire. Essayez de ne pas dépasser les 20 minutes. Allez, c'est parti, à vous de jouer. Bien. Alors, en correction, on commence par faire les graphiques. Je vous mets directement donc, à partir des tableaux. Pour pouvoir faire les axes, vous avez vu que dans les deux cas, le temps va jusqu'à 1940. Donc ça veut dire que vous, l'axe des abscisses, ça va aller donc de 1905 jusqu'à 1940. Ensuite, concernant l'axe des ordonnées, donc l'axe vertical, vous voyez que quand il n'y a pas de prédateurs, ça va jusqu'à 90 000, et quand il y a réintroduction des prédateurs, le maximum est de 50 000. Vous pouvez donc en déduire que le maximum à retenir, c'est surtout le 90 000 pour tracer vos carreaux.
Voilà ce qu'on obtient. De mon côté, voilà ce que j'obtiens. Et on va passer à la question 2. Décris et analyse le graphique en précisant le rôle des prédateurs. Alors, on est parti pour la description. Primo, ce que l'on peut dire, c'est que sans les prédateurs, on va dire à partir de 1920-1925, on va atteindre une valeur de 90 000 cerfs présents. Si je continue, plus tard, on va avoir un effondrement. Je rappelle qu'il n'y a pas de prédateurs. On va passer de 90 000 et en 1940, on va tomber à 10 000. Si je poursuis, avec les loups qui ont été réintroduits, je vais avoir un climax. Juste avant la réintroduction des loups, je vais avoir un maximum qui va être aux alentours de 50 000. Et une fois qu'on a réintroduit les loups, on va avoir une diminution, mais cette diminution va s'arrêter, on va être maintenu après jusqu'à 30 000. Et on est d'accord qu'en 1940, on va avoir un petit différentiel entre les deux, c'est que si j'ai des prédateurs, finalement, j'ai plus de cerfs à long terme que si j'ai supprimé tous les prédateurs. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que les prédateurs, alors là j'ai mis loup, mais il y a aussi les autres prédateurs, ce que l'on peut dire, c'est que finalement, les prédateurs ont un rôle de stabilisation des populations des phytophages. Explique pourquoi le nombre de cerfs finit par s'effondrer. Alors pour ça, il faut reprendre le document que je vous avais montré pour l'abrutissement. Le truc qu'il faut comprendre, c'est que plus je vais avoir de chevreuils, donc en gros ça revient à la même chose que de dire que plus j'ai de cerfs, plus je vais avoir d'abrutissement. Ce qui veut dire que plus je vais avoir de grands herbivores, plus je vais avoir les petites plantes qui vont se faire piétiner, qui vont se faire manger, et pareil pour les bourgeons. Donc si j'ai trop de cerfs, il n'y aura alors plus de ressources, tous les jeunes plants vont se faire dévorer, et donc il n'y aura plus assez de nourriture pour tout le monde. Vu que j'ai supprimé le sommet de la chaîne alimentaire, il n'y a plus personne pour essayer de réguler la population de cerfs, et ce qui fait que s'il y en a trop, ça piétine tout, et après on va avoir donc une espèce de crise alimentaire qui va se dérouler. Surtout qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que les prédateurs font quoi? Ils vont tuer les jeunes, les malades et les vieux qui servent à rien. Donc autant vous dire qu'en termes de régulation des populations, ça permet notamment pour les individus qui sont assez vieux, qui sont souvent blessés, un peu malades. Le problème, c'est que ceux-là vont prendre des ressources naturelles dans le milieu, alors qu'eux-mêmes n'entrent plus en jeu pour la fécondation, la reproduction. Donc l'air de rien, c'est une bouche à nourrir en plus, et s'ils sont toujours présents, normalement, vous avez les prédateurs qui vont pouvoir les supprimer pour pouvoir réguler tout ça. Comme ça, les petits jeunes qui ont besoin de nourriture pour pouvoir grandir, bien, ne risquent pas de surmortalité à cause de ça. Donc l'air de rien, les prédateurs qui, de prime abord, pourraient nous paraître comme étant les ennemis des herbivores, l'air de rien, vu que tout se tient, et bien finalement, le fait d'avoir des prédateurs, ça permet au contraire d'aider d'avoir une bonne population saine de grands herbivores. Et d'ailleurs, bon, c'est ce que j'ai mis à la fin, c'est qu'on voit très clairement que là, la conséquence d'un fort abrutissement, ça va faire qu'on va avoir une très très faible population d'herbivores. Donc l'air de rien, quand on a une rencontre entre les cerfs et les loups, même s'ils vont les dévorer, c'est un peu assez contradictoire à comprendre, mais en gros, s'ils font ça, c'est pour leur bien, l'air de rien. Alors, donc on peut dire la chose suivante, c'est que la prédation, c'est une interaction qui va être profitable à sens unique dans un premier temps, mais sur un temps long, c'est profitable dans les deux sens, parce que quand on déséquilibre toute une chaîne trophique, c'est-à-dire toute une chaîne alimentaire, forcément, si vous enlevez le super prédateur, après les gros consommateurs, les gros phytophages, ils vont être trop nombreux, ce qui fait qu'il n'y aura plus d'éléments à manger, et puis tout va se casser la figure. Donc les prédateurs sont indispensables dans les réseaux trophiques pour la bonne santé d'un écosystème. Un bon écosystème, si vous vous baladez dans une forêt et si vous retrouvez qu'il y a ces fameux super prédateurs, les plus gros prédateurs possibles, si on peut les retrouver, ça veut dire que la forêt est en bonne santé. Si on est dans un écosystème où ces fameux prédateurs ont disparu, ça veut dire que la forêt, elle commence à avoir un petit souci, elle risque de mal évoluer. Alors j'enchaîne avec le parasitisme. Alors bon, vous doutez que le parasitisme, c'est pas un truc très positif pour un des deux intervenants. Alors,
le cinquième exercice que je vous propose est sur le gui, hein, le fameux gui, la plante où on se fait un bisou en dessous à la fin de l'année. Alors, concernant le gui, vous avez plusieurs photos qui vous sont expliquées. Donc vous avez d'abord une simple photo du gui en place. Après ici, vous avez une coupe, vous avez la branche d'un arbre qui va supporter le gui, et puis là, vous avez la jonction, l'espèce de crampon, c'est pas le bon terme, les crampons, c'est pour les algues, une espèce de jonction entre le gui qui va s'insérer dans la branche de l'arbre support, et en dessous, j'ai récupéré... J'ai récupéré donc une coupe colorée que j'ai un peu modifiée pour que ce soit plus clair pour vous, où on voit où se trouve le xylème et le phloème. Alors, j'ai précisé que le xylème, ça correspond au vaisseau dans lequel circule la sève brute. Et la sève brute, c'est uniquement des sels minéraux et de l'eau. Et à côté, vous avez le phloème ici, qui correspond au vaisseau dans lequel vous allez avoir la sève élaborée qui va circuler. La sève élaborée va notamment transporter de l'eau, des sels minéraux, mais aussi des produits de la photosynthèse, donc des sucres. Alors, par rapport à tout ça, je vous pose 3 questions. Primo, d'après la première photo, le gui est-il capable de faire la photosynthèse? Avec ses yeux, si vous êtes capable de déterminer la couleur, il n'y a aucun problème. D'après les autres documents et ta réponse à la question 1, que prélève le gui dans la branche qui lui sert de support? Et après, troisième question, pourquoi considère-t-on que le gui est un parasite? Alors c'est parti au travail, je vous laisse répondre. En un quart d'heure, normalement, vous devriez avoir terminé. Allez, bon courage, à vous de jouer. Bien. Alors, pour commencer, la première question, d'après la photo, est-ce que le gui est capable de faire la photosynthèse? On regarde la couleur, le gui est tout vert. Donc s'il est tout vert, ça veut dire qu'il a des chloroplastes, et s'il a des chloroplastes, ça veut dire que si on lui donne et de l'eau, et également du CO2, eh bien on peut faire de la photosynthèse. Donc oui, le gui est capable de faire de la photosynthèse. Après, d'après les autres documents et ta réponse à la question 1, qui était oui, le gui peut faire la photosynthèse, que prélève le gui dans la branche qui lui sert de support? Pour ça, on regarde d'abord la deuxième photo. Ici, on zoome et on regarde par là. Alors, si on regarde bien cette photo-là, vous voyez que l'insertion est assez profonde. On arrive presque au milieu de la branche. Or, le milieu de la branche, ça correspond à ça. Et ça correspond à la zone du xylème. Et le xylème, à l'intérieur, on va avoir de l'eau et des sels minéraux. Donc j'en déduis, vu l'insertion, que le gui va s'insérer jusqu'au xylème, où il va prélever de l'eau et des sels minéraux, et comme le gui est capable de faire de la photosynthèse, en fait le gui, il va simplement piquer l'eau à la plante pour pouvoir faire sa propre photosynthèse. Il ne va pas s'insérer jusqu'au phloème juste pour piquer les sucres. Lui, il est capable de faire de la photosynthèse, mais malgré tout, il va prendre de l'eau à son support, et donc il va en gros court-circuiter le xylème, ce qui fait que les feuilles qui sont après, qui sont un peu plus haut sur cette même branche, n'auront pas autant d'eau que ce qu'elles auraient dû avoir normalement sans l'insertion du gui. Alors pourquoi considère-t-on que le gui est un parasite? Eh bien la réponse est toute bête, hein. C'est que le gui qui est là, hop, eh bien va piquer de l'eau. À partir du moment où il y a une des espèces, le gui, lui, il va piquer des trucs, mais il va rien donner à la plante support. Donc à partir du moment où on a une relation qui est à sens unique, on va avoir l'arbre hôte qui va avoir une perte, qui va être en gros floué dans cette relation-là. Il n'y a que le gui qui a du positif dans cette relation-là, donc c'est pour ça qu'on parle de parasitisme. Ensuite, donc je reprends un peu ça. Le parasitisme est une relation interspécifique uniquement bénéfique pour une des deux espèces. Et il y a de nombreux cas possibles de parasitisme entre les 3 grands règnes. En gros, cette phrase-là, ça veut dire qu'on peut avoir un champignon qui en parasite un autre. On peut avoir un champignon qui parasite un végétal. On peut avoir 2 végétaux qui se parasitent entre eux. Donc c'est ce qu'on a vu avec notamment le gui. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'évolution, il y a certains végétaux qui perdent la capacité à faire de la photosynthèse. Donc, on peut avoir des végétaux qui ne sont pas verts, qui sont incapables de faire de la photosynthèse, qui peut faire un peu comme le gui, sauf que cette fois-ci, au lieu de piquer de la sève brute qui circule dans le phloème, là, ils iront plutôt piquer la sève élaborée qui circule dans le phloème. Je viens de dire une bêtise, donc au lieu de piquer ce qui circule dans le xylème, ça ira piquer ce qui circule dans le phloème. Là, je suis correct. Et ensuite, il y a aussi avec les animaux, on peut avoir des champignons qui parasitent des animaux.
Par exemple, il y a un truc bien connu, c'est le champignon qui va parasiter le système nerveux de certains insectes. Euh, et après, en gros, le champignon va piloter le petit insecte pour certaines choses. Et aussi, il y a des animaux entre eux. Par exemple, nous, on peut attraper des parasites. Alors, il y en a un qui est très très connu. C'est un animal qui peut nous contaminer, qui peut être dans nos intestins. Ça s'appelle le ver solitaire, et je suis sûr que tous vous en avez entendu parler. Donc, c'est un animal qui peut parasiter un autre animal. Allez, je vais avancer et on va terminer sur quelque chose de beau. C'est la symbiose. Alors pour la symbiose, on va se focaliser sur un truc qui s'appelle les mycorhizes. Et le terme mycorhize, c'est un mélange entre deux choses. Myco, ça veut dire champignon, et rhize, en gros, ça veut dire... alors, les rhizomes, ça correspond aux tiges sous la terre, mais en gros, ça va correspondre grosso modo aux racines, hein, si je fais court. Alors, avec ces documents-là, ici vous avez... je vais vous expliquer quand même le graphique. Là, vous avez un graphique qui vous montre pour des cyprès qui soit ont dans leurs racines des champignons qui sont noués, donc des mycorhizes particulières, soit pour des cyprès sur lesquels il n'y a pas de mycorhizes, c'est-à-dire qu'on n'a pas de relation un peu étroite au niveau des racines entre champignons et le cyprès en lui-même. On regarde la survie des cyprès lorsqu'on a inoculé une espèce de maladie dans le sol. Je vous laisserai donc décrire ça, hein, répondre à une des questions. Donc après, à partir de ces documents, vous me répondez à la première question, d'après les photos, qu'est-ce qu'une mycorhize ? Là, ça va vite. Hein. Ensuite, décrit et analyse le graphique. C'est là-dessus qu'il y aura le plus de réflexion à faire. Et après, je vous demande, en sachant que les champignons sont des décomposeurs qui sont capables de prendre de la matière organique et de la transformer en matière minérale, et que les végétaux verts font de la photosynthèse, explique en quoi cette relation entre le champignon et le végétal est profitable aux deux. Et qu'il s'agit bien ici d'une relation symbiotique, c'est-à-dire que des deux côtés, ça fait plus, c'est du donnant-donnant. Allez, c'est parti, au travail, répondez aux questions, je reviens dans 10 secondes. Bien, alors, on commence avec la première question, qu'est-ce qu'une mycorhize ? Eh bien, quand on regarde les photos, là, ici, vous allez avoir une racine. De ce côté-là, vous avez des cellules de la racine. Et à côté de ça, là, ce que je vous montre maintenant, ce sont des parties champignonesques. Bon, c'est très bizarre comme phrase, mais en gros, c'est du champignon, ce que je suis en train de vous montrer, et là aussi. Donc, des mycorhizes, ce sont simplement en fait des mélanges, c'est mi-champignons, mi-racines de plantes. Donc pour faire simple, c'est ça. Et après, décrit et analyse le graphique. Si vous regardez bien les cyprès qui sont mycorhizés, le pourcentage de survie est très important. Il n'y en a presque aucun qui meurt. Donc quand on a cette relation très fine qui est mise en place, on peut voir que lorsqu'on va inoculer un pathogène, la survie est très très bonne. En revanche, pour les cyprès qui ne sont pas mycorhizés, lorsqu'on n'a pas cette symbiose qui est mise en place, on remarque une très très forte mortalité. Et si on observe là, alors là à la louche, on va dire qu'on arrive à peu près à 10%, même pas, c'est presque moins de 10% ici à ce niveau-là. Ça veut dire que 90% des cyprès meurent lorsqu'ils n'ont pas des mycorhizes. Donc s'il n'y a pas les champignons dans le secteur, les cyprès, quand il y a une cochonnerie qui arrive, il y en a 1 sur 10 qui va survivre. C'est terrible hein, en termes de résultats, hein. C'est monstrueux. Alors, à partir de ce que je vous avais dit, donc les champignons sont des décomposeurs, les végétaux comme le cyprès par exemple font de la photosynthèse, essayez d'expliquer le lien de symbiose qu'il y a entre les deux. Alors, j'ai fait un beau schéma que je vais vous détailler. Premièrement, on regarde ce qui se passe ici. Si on regarde en grand, on voit qu'il y a entre les arbres et les champignons des interactions très intimes, on va dire, au niveau des racines. Lorsqu'on regarde tout ça en détail, on va avoir d'un côté la feuille de la plante, de l'arbre qui va faire de la photosynthèse, ça va faire du glucose, et le glucose va passer au niveau des racines, et ce glucose va pouvoir être donné aux champignons. Donc le champignon, l'air de rien, va récupérer à manger de la part de la plante.
À côté de ça, le champignon, le fait qu'il soit présent, eh bien, le champignon, vous savez qu'avec les bactéries, les champignons sont des décomposeurs. Donc la matière organique qui était là, ah oui, il y a une petite faute là, va falloir que je reprenne, c'est pas grave. La matière organique va être minéralisée, ce qui fait qu'on va avoir plein de sels minéraux. Et le fait qu'il y ait plein de sels minéraux, c'est super bien pour les racines qui vont être capables d'absorber plus d'eau. Donc les champignons en étant là vont permettre de fournir plus d'eau à la plante. Et il y a aussi un élément qu'il faut que je rajoute à ça, c'est que lorsque le champignon récupère du sucre, il est capable après de faire des molécules qui sont plus complexes, et le champignon peut fabriquer des acides aminés, peut fabriquer aussi des hormones, et dans les hormones, par exemple, tout ce qui est hormones qui permet de protéger la plante face aux maladies, il y a plein de choses qui peuvent jouer dans la bonne santé de la plante, et après le champignon, une fois qu'il a sécrété, fabriqué ces nouveaux produits qui sont plus complexes, peut les envoyer à la plante pour que la plante soit plus robuste. Donc vous voyez bien que là j'ai mis en version simple juste glucose et puis les sels minéraux d'un côté, c'est du donnant, et les deux sont gagnants. Donc on a bien affaire ici à une interaction qui va être positive dans les deux sens, donc c'est bien de la symbiose. Donc la plante, elle est contente, le champignon aussi, tout va bien. Et quand on regarde tout ça, tout le monde est content. J'ai mis des plus pour tous les végétaux qui étaient en contact avec les champignons et les champignons aussi. On voit qu'il y a du plus pour tout le monde, donc on est bien dans un cas de symbiose. Donc la symbiose est une relation qui est mutuellement profitable entre deux individus ou deux espèces. Dans les forêts, elle est indispensable pour que les végétaux puissent s'y implanter durablement. Ce qu'il faut savoir par exemple, c'est qu'il y a des espèces pour lesquelles, notamment pour certaines fleurs, alors notamment il y a un exemple, si on prend des graines de vanille par exemple, pour la grande famille des orchidées, ce qu'il faut savoir c'est que les graines sont tellement petites qu'elles sont incapables de se développer par elles-mêmes, et sans les champignons des champignons particuliers bien spécifiques, sans certains de ces champignons, la germination est impossible et du coup les orchidées ne peuvent pas germer et il n'y a pas de développement possible. Donc vous voyez que finalement les champignons, on se dit souvent tiens c'est peut-être des mauvaises choses et tout. En fait non, les végétaux, s'il n'y avait pas tous ces champignons-là, seraient incapables de se développer dans la majorité des milieux. C'est valable notamment dans l'écosystème qu'on étudie, c'est-à-dire la forêt. Voilà, allez, je vous embête pas plus, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention, prenez soin de vous, travaillez bien et à tout bientôt. Allez, au revoir.